Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, il y a la forme, Tu ne fais plus un tour sur tes plateformes de cinéma? Ou bien il n'y a pas de bons films en ce moment? Si, je fais un tour. Tu as fini Oppenheimer? Oppenheimer, non, je ne l'ai pas encore suivi. Et Napoléon de Ridley Scott? C'est déjà disponible. Bien sûr. Ah bon? Oui. Non, ça je ne... On a une plateforme de la gloire. J'ai terminé d'abord la série Reacher sur Prime Video. On a une plateforme de la gloire là où il y a les derniers films de la gloire. Hein, René, tu connais la plateforme là? D'accord. Là-bas il y a Napoléon, il y a Oppenheimer, il y a tout. D'accord. Ben écoute, on va donc y aller. Oui, en fait j'ai terminé Jack Reacher, j'ai terminé et un film avec Kaley Cuoco. Ceux qui suivent The Big Bang Theory. La Big Bang Theory. Il y a une actrice dedans qui a fait un film d'action. Et donc, c'était pas trop. C'est sur Netflix? Sur Netflix. Agent Stone? Non, pas sur Netflix, c'est sur Prime. Sur Prime? Oui, c'est sur Prime. Et puis, j'ai encore fait quoi? J'ai terminé la série sur Netflix Bodies. J'avais du mal à finir parce qu'il y avait beaucoup de scènes un peu olé là. Donc, suivre ça avec les enfants. Oui, avec les enfants, c'est pas évident. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, on attend aussi... Tu sais qu'il y a la liste des nominations pour les Oscars aussi qui sont sorties. Oui. Et bon, il n'y a pas eu à mon sens, il n'y a pas beaucoup de grandes surprises. Hein. Barbie, Oppenheimer, Anatomie d'une chute. En fait, les films qui ont eu beaucoup de succès. Comment ça s'appelle? Au Emmy ou je sais pas. Au Emmy, ouais. Voilà. Il y a un film que je te conseille sur Amazon Prime qui s'appelle Amsterdam. Il y a un casting de fou dedans. Tu as Tyler Swift, John David Washington, Christian Bale, Robert De Niro. Ah bon? Ils sont tous dedans avec Rami Malek. Ils sont tous dedans. Il faut regarder ça. D'accord. C'est un très bon film. C'est une intrigue autour d'un meurtre. Alors, on repart combien d'années dans le passé? On va pas loin. On va 53 ans en arrière. On repart. Nous sommes le 25 janvier aujourd'hui. Nous repartons le 25 janvier 1971. C'est la date où Idi Amin Dada est arrivé au pouvoir. Il faut savoir qu'Idi Amin Dada est arrivé, c'était un militaire ougandais qui avait donc pris le pouvoir à cette date-là et qui est un peu rentré un peu dans la culture populaire africaine. Il a été décrit comme quelqu'un d'extrêmement violent, ça a été un dictateur très très violent. Il aura dirigé le pays d'une main de fer durant 8 ans, de 1971 à 1979. Et on va essayer un peu de comprendre comment ce militaire-là, enfin cet Ougandais-là natif de la région de Koboko, c'est une région située dans le Nil occidental, c'est non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo, a-t-il pu, disons, à la force de ses bras, littéralement, si on peut s'exprimer ici, parvenir à se hisser au sommet de l'État ougandais. Alors, il faut savoir que déjà, Idi Amin Dada, c'est quelqu'un dont on ne sait pas trop bien l'histoire, l'enfance avec exactitude. Bon, puisque de son vivant, il n'a jamais publié une biographie officielle de Idi Amin Dada. Il semblerait qu'il serait né, je le disais, dans la région du Koboko, c'est dans l'île occidentale, entre 1923 et 1925. Certains disent 1923, d'autres 24, d'autres 25. Donc, on ne sait pas véritablement avec certitude. Donc, il est issu d'une fratrie de 9 enfants. Il est parmi les aînés. Et puis, très, très jeune, il a à peu près 3 ou 4 ans, ses parents se séparent. Et donc, il reste sous la garde de sa mère. Alors lui, très vite, comme tout enfant qui est malheureusement issu d'une famille monoparentale, qui est élevé par une mère seule, surtout lorsque très jeune, très vite on développe certaines aptitudes physiques quand même assez hors du commun, et ben très vite, le jeune Idi Amin Dada, il se fait remarquer déjà par le fait que c'est quelqu'un qui est assez tumultueux, assez turbulent, et aussi il est physique, il est grand, il est costaud, il est fort, il frappe fort, et donc il commence à créer un peu des problèmes à sa maman, et puis quand il est adolescent,
Sa mère un peu en a marre, parce qu'à l'époque, il devait avoir 18 ou 19 ans, il faisait déjà 1m98 et pesait 126 kilos. Donc, sa maman en a un peu marre avec ses oncles, et donc ces derniers décident de l'envoyer dans l'armée, voilà, pour lui apprendre un peu la discipline, pour essayer de canaliser cette espèce d'énergie qu'il a en lui. Et dans l'armée, très vite, comme il n'a pas de qualification, eh ben, on va d'abord le conduire à exécuter des tâches ménagères. Donc, il va commencer à travailler à la buanderie, puis il va être affecté aux cuisines. Et là-bas, évidemment, très vite, à l'intérieur de l'armée, on avait donc des compétitions. Et donc, il va compétir pour la boxe. Et donc, très vite, il va être le champion de l'armée et il va même être le champion de l'Ouganda pendant 10 années consécutives. Il sera champion de poids lourd de boxe en Ouganda. Et donc, il commence par le biais de ces compétitions-là à se faire remarquer par les officiers blancs, parce qu'on est encore durant la période coloniale. Ce sont les blancs qui dirigent l'armée. Et donc, il commence à voir que ce monsieur a des aptitudes qui sont assez intéressantes. Et donc, au lieu de le garder à la cuisine, eh ben, on va maintenant véritablement lui offrir une véritable formation militaire. Et donc, il va entrer dans l'infanterie. Et à partir de là, il va faire toutes ses classes, il va progresser dans l'infanterie. Et quand la Seconde Guerre mondiale va arriver, il va être affecté notamment dans le corps des expéditionnaires, des soldats issus de la coloniale. Donc il va aller sur le terrain et là-bas, notamment sur les théâtres de combat en Libye, il va se faire remarquer par sa bravoure. Donc au sortir de là, il va être le premier Ougandais à acquérir le grade de sous-lieutenant qui était considéré à l'époque comme un grade d'officier. Et donc là, on est déjà au début des années 60. On est précisément, enfin, à la fin des années 50. On est en 1958-1959. Et dans la foulée où également, le pays commençait déjà à amorcer, si tu veux, sa marche vers l'indépendance. Et donc, lorsque le pays va accéder à l'indépendance, tout naturellement, il va être parmi les premiers Ougandais à accéder aux plus hautes fonctions militaires du pays. Et donc, à partir de là, à partir de 1960, il est donc le commandant en chef de l'armée ougandaise. Et puis, en 1962, il va y avoir une guerre au sommet entre le premier ministre Milton Obote et le premier président ougandais. Et donc, à partir de là, lui, il va prendre le parti de Milton Obote et donc il va l'installer au pouvoir à partir de 1962. Et donc, à partir de là, évidemment, donc, il y aura un peu, si on peut dire, en réalité, il va avoir un véritable, il va devenir, je ne dirais pas qu'il y aura un partage de pouvoir entre Milton Obote et Idi Amin Dada, mais il va être considéré comme étant un personnage incontournable maintenant du nouveau pouvoir ougandais. Malheureusement, les choses vont commencer à se dégrader à partir de 1965. Pourquoi ? Parce que Milton Obote et Idi Amin Dada n'avaient plus la même vision du pays. Milton Obote, dans un premier temps, qui était soutenu par les Britanniques et les Israéliens et les Américains, va commencer à partir de 1965-66 pour des raisons politiques, à changer de fusil d'épaule, parce que déjà, il y a un certain nombre d'événements qui commencent à pointer à l'horizon et qui vont littéralement, si tu veux, dégrader les relations entre Milton Obote et ses soutiens occidentaux, notamment britanniques et américains. C'est d'abord la question du conflit israélo-palestinien. Donc, après l'installation, après la création de l'État palestinien en 1948, il va y avoir des tensions qui font que, bien entendu, cette question-là va également être au cœur de toutes les luttes aussi pour les indépendances sur le continent africain. Et donc, dans les années 60, la question du conflit israélo-palestinien était une question qui tenait à cœur à énormément de dirigeants africains. Et Milton Obote faisait partie de ces rares dirigeants africains qui ne soutenaient pas la cause palestinienne, mais qui étaient totalement en opposition avec l'opinion publique ougandaise de l'époque, qui était majoritairement en soutien à la cause palestinienne. Mais lui, il soutenait, si tu veux, l'État d'Israël, la création de ce jeune État d'Israël. Et donc, en échange, il avait, par le biais des Britanniques, il recevait énormément de soutien. Il avait donc d'énormes investissements israéliens qui avaient été opérés dans le pays à l'époque. Mais ces investissements, à partir de 1965-1966, vont un peu
baisser parce que on commence à reprocher à Milton Obote le fait qu'il se soit véritablement transformé presque en dictateur. Et donc la question des droits de l'homme, la question de la démocratie, toutes ces mêmes questions-là, le fait que Milton Obote va commencer, si tu veux, à ethniciser le discours politique au sein de l'Ouganda, va commencer aussi à faire craindre un certain nombre de choses. Et en plus, Milton Obote va commencer également à être frontalement opposé au Royaume-Uni sur la question de l'Afrique du Sud et l'apartheid. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Britanniques, même si officiellement ils ne soutenaient pas le régime d'apartheid, mais ils avaient des relations diplomatiques et économiques avec l'Afrique du Sud et bloquaient toute tentative de vouloir soit mettre un embargo, soit condamner d'une quelconque manière que ce soit le gouvernement raciste qui était à la tête de l'Afrique du Sud à l'époque. Donc, à partir de là, il va commencer à avoir un peu des grisbilles entre le Royaume-Uni et le régime de Milton Obote en Ouganda. Et donc, les investissements anglais vont commencer également à s'amenuiser, par conséquent aussi les investissements israéliens. Et donc à partir de là, Milton Obote on est aussi en pleine guerre froide, va donc décider de se tourner vers la Russie et là, véritablement, les choses vont se gâter puisque donc il va devenir en quelque sorte en porte-à-faux avec les intérêts occidentaux de son pays. Et donc ce rapprochement vis-à-vis de la Russie ne va pas être bien perçu également par Idi Amin Dada, qui restait lui extrêmement lié, extrêmement fidèle à l'armée britannique parce qu'il avait encore dans son esprit le fait qu'il ait commencé sa carrière en tant que soldat de l'armée britannique. Donc c'est quelqu'un qui se sentait très très proche. Il se sentait donc même loyal vis-à-vis de la couronne britannique. Et donc le fait que Milton Obote ait choisi un moment, à partir de 1966, de tourner le dos à l'Angleterre et de se rapprocher de la Russie, il va commencer à avoir des dissensions entre les deux hommes. Ces dissensions-là vont être exacerbées en 1969, lorsque Milton Obote va échapper miraculeusement à une tentative d'assassinat. Il va commencer à soupçonner Idi Amin Dada, non pas d'être l'auteur de cette tentative d'assassinat, mais en fait d'avoir laissé faire les choses et de n'avoir pas pu empêcher cette tentative d'assassinat. À partir de là, il va petit à petit réduire les pouvoirs d'Idi Amin Dada, qui va passer de commandant en chef des forces armées ougandaises à commandant en fait de l'armée de terre. Et donc de l'armée de terre et de la police. Et donc les autres forces de défense et de sécurité vont être petit à petit enlevées de l'influence ou enlevées du commandement d'Idi Amin Dada et vont être exclusivement, vont être directement prises en main par Milton Obote. Et ensuite, il va aussi avoir un deuxième problème, c'est que, selon ce que Idi Amin Dada et les militaires diront par la suite, c'est-à-dire que Milton Obote va commencer à faire une espèce d'épuration ethnique au sein des forces armées de défense en privilégiant, si tu veux, l'incorporation de populations qui sont originaires de sa région et en commençant également à traquer ceux dont les militaires qui étaient originaires de la région du Koboko, donc de Idi Amin Dada. Et donc à partir de là, à partir de 1969, il va y avoir une véritable rupture entre les deux hommes. Et donc, en 1971, le 25 janvier, Milton Obote se rend à Singapour dans le cadre d'un sommet du Commonwealth. Alors, pourquoi Milton Obote avait été absolument parti à ce sommet-là? Parce que durant les travaux de ce sommet sur le Commonwealth, il devait être question de l'envoi d'armes par les Anglais. En fait, les Anglais voulaient envoyer des armes au régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Et donc, dans la charte du Commonwealth, la question de l'envoi d'armes devait faire l'objet d'une décision qui devait être prise à l'unanimité. Et donc, Milton Obote avait l'intention, lors de ce sommet du Commonwealth à Singapour, d'empêcher l'envoi d'armes par les Britanniques en Afrique du Sud. Et donc, c'est durant son séjour là-bas à Singapour que Idi Amin Dada et un certain nombre de soldats qui lui étaient loyaux, ils vont décider donc de prendre le pouvoir. Ils vont d'abord sécuriser l'aéroport, prendre possession du palais présidentiel et de la base d'Entebbe. Ensuite, ils vont également... Entebbe. Oui. Et ensuite, ils vont prendre c'est un certain... certain... où il y avait le raid sur Entebbe. Oui, exactement. Et ensuite, ils vont également prendre une garnison qui se trouve à peu près 80 km de Kampala qui s'appelle Jinjin. Et donc, à partir de là, il va y avoir des combats entre les soldats qui étaient restés loyaux
à Milton Obote et ceux d'Idi Amin Dada. Alors les combats vont durer seulement à peine quelques heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de désorganisation en réalité du côté des soldats qui étaient restés loyaux à Milton Obote. Et ce manque de coordination et ce manque d'organisation et de discipline va faire que les hommes d'Idi Amin Dada vont très vite prendre possession de toutes les zones stratégiques en dehors du palais présidentiel jusqu'à environ 16h, 16h30 heure locale. À partir de là, lorsque les autres soldats qui étaient restés loyaux à Milton Obote vont comprendre qu'effectivement, ils n'auraient aucune chance de remporter la mise, d'autant plus qu'ils espéraient que, en lançant cette tentative de pouvoir, les populations ougandaises de Kampala devaient se lever, se rebeller et empêcher ce coup d'État. Au contraire, c'est l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que les populations vont soutenir les hommes d'Idi Amin Dada. Et donc, à partir de là, ceux qui restaient, les quelques dizaines d'hommes qui restaient, vont décider de déposer les armes et de se rendre. Et donc, à partir de là, les nouvelles autorités, donc Idi Amin Dada va arriver au pouvoir et rapidement, les Britanniques vont reconnaître son pouvoir parce qu'évidemment, lui, il n'était pas opposé à l'envoi d'armes en Afrique du Sud. Il était encore à l'époque très, très aligné sur la position de la diplomatie britannique. Et donc, une fois que les Britanniques vont reconnaître son pouvoir, les Français vont suivre et l'ensemble de la communauté internationale suivra également. Et donc là, à partir de là, donc, cet homme, Idi Amin Dada, va devenir le troisième président de l'histoire de l'Ouganda. Malheureusement, son régime, qui va durer 8 ans, va être... C'est en 8 ans que le mec, là, il a construit cette réputation. Oui, mais il n'y a pas que, parce que ça, c'est l'image qu'il y avait. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque, effectivement, il y avait les journaux mainstream britanniques et autres qui avaient besoin de vendre que c'était aussi quelqu'un de sanguinaire. Je ne dis pas qu'il n'était pas, il était très violent. Ah non, mais tu as regardé le dernier roi d'Écosse. Oui, il était violent. Sanguinaire, il était buveur violent. de sang. Mais non, il n'était pas buveur de sang. C'est des choses qu'on a inventées. Mais violent, il était. Il a installé une répression terrible sur sa population, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir que tout ça a été une partie si tu veux, du discrédit en termes de violence et autres qui avait été mise sur son épaule. C'était un peu pour justifier le fait qu'on les chassait du pouvoir parce que les Britanniques n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en 1972, un an à peine après avoir pris le pouvoir, il va commencer à commettre des bourdes. La première bourde, elle est sur un plan économique. Il faut savoir que durant la colonisation, les Britanniques vont massivement faire immigrer en Ouganda une forte communauté indienne et pakistanaise. Cette communauté indienne et pakistanaise va, avec le temps, s'installer en Ouganda et va, si tu veux, investir notamment dans le domaine du commerce et autres, et vont être, si tu veux, ceux qui contrôlaient l'activité économique essentielle du pays. Donc tout ce qui est commerce, tout ce qui est importation, exportation de produits, etc. Donc la plupart des entreprises qui étaient florissantes en Ouganda étaient des entreprises indiennes et pakistanaises. Et donc c'est cette communauté indo-pakistanaise-là qui constituait même, si tu veux, la classe moyenne supérieure de l'Ouganda et qui faisait en réalité tourner le pays économiquement. Et donc, pour des raisons purement politiciennes, il va estimer qu'il était temps de, si tu veux, de donner le pouvoir économique aux Ougandais. Et donc, il va prendre une décision radicale en demandant, dès janvier-février 72, l'expulsion de l'ensemble de la communauté indo-pakistanaise qui était en Ouganda. Il représentait quand même plus de 80 000 personnes et leurs familles. Et donc, toute cette communauté va, du jour au lendemain, on va les exproprier, on va leur retirer leurs biens de force, et ces biens-là vont pour la plupart être accordés soit à des proches d'Idi Amin Dada, soit à des proches de gens qui occupaient les plus hautes fonctions de l'État. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire n'importe quoi, et donc ils vont mal gérer ces entreprises-là, ils vont mal gérer toutes ces activités économiques-là, et donc le pays va s'effondrer. Et donc c'est à partir de là que le pays va commencer à connaître de réelles difficultés économiques et financières, et d'autant plus que le fait qu'il ait demandé l'expulsion de ces Indo-Pakistanais, ces Indo-Pakistanais, pour la plupart, avaient la double nationalité, britannique et ougandaise, et donc ils vont partir
de l'Ouganda et aller s'installer au Royaume-Uni. Et donc, on est au début des années 70, quand vous avez 80 000 bonhommes qui reviennent dans votre pays sans que vous ne vous y attendiez, ça crée un peu un certain désordre. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement qu'en Ouganda qu'il y avait une très forte communauté indienne et pakistanaise. La plupart des pays d'Afrique australe, qui étaient des anciennes colonies britanniques, avaient également de très fortes communautés indo-pakistanaises. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il aura fallu lancer de grands travaux durant la colonisation, notamment des travaux de chemin de fer, la construction et autres, ils vont constater que la main-d'œuvre locale n'était plus suffisante parce que les populations autochtones soit se rebellaient, soit fuyaient, allaient se cacher. Et donc, ils avaient de gros problèmes de main-d'œuvre. Il y avait un gros déficit démographique dans ces zones-là. Et donc, ils vont importer du Pakistan ces travailleurs-là. Et par la suite, quand ces pays vont devenir indépendants, les Britanniques ne vont pas s'embêter en essayant de renvoyer ces pays-là, ces ressortissants-là dans leur pays d'origine. Ils vont les abandonner là, dans ces pays-là. C'est ainsi qu'on retrouve des communautés d'origine indienne et pakistanaise en Ouganda, en Namibie, en Afrique du Sud, jusqu'en Tanzanie, au Botswana, d'accord ? Donc, c'est comme ça qu'elles sont arrivées là. Et donc, lorsqu'Idi Amin Dada décide de les renvoyer, les Britanniques craignent que cette attitude-là devienne un peu une espèce de norme de la part des nouveaux pouvoirs, des nouveaux dirigeants qui arrivent au pouvoir dans ces pays-là. Et donc, ils ont peur, si tu veux, un retour massif de ces gens, d'Indiens, de Pakistanais vers le Royaume-Uni. Et donc, ils vont commencer à véritablement combattre aussi le régime d'Idi Amin Dada. Et donc, ils vont couper tout simplement les investissements. Il ne faut pas oublier, on est dans les années 70. 70% de l'économie est tenue par les pays du G7. Et donc, si les Britanniques disent qu'on coupe les robinets à un pays, ils seront soutenus par les autres pays occidentaux. Et c'est ce qu'on a fait un peu à l'Ouganda. Et donc, par la suite, il ne va pas s'amender, il va au contraire, aux difficultés économiques, il ne va pas chercher une réponse économique, mais il va plutôt chercher une réponse sécuritaire. Donc, à chaque fois que la situation économique va se dégrader, il va mettre en place encore un régime plus répressif. Donc, c'est ça qui, aussi, en partie, explique la dégradation de la situation durant les 8 années où Idi Amin Dada est arrivé au pouvoir. Mais il faut quand même reconnaître, près de 50 ans plus tard, qu'il aura quand même à sa manière participé à la mise en place de la consolidation de l'État ougandais. L'État, dans sa forme actuelle, a énormément de choses qu'elle a héritées de l'époque d'Idi Amin Dada. D'accord, l'Ouganda qui est un pays d'Afrique australe, on va le dire comme ça. Voilà, avec 45 millions d'habitants. Tout à fait. Wow, la capitale, c'est Kampala. Exact. Alors, président, c'est Museveni. Oui, c'est lui qui a renversé Idi Amin Dada. Jusqu'aujourd'hui. Depuis 1979. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le brin d'histoire. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.